Radio-Canada, audio. À 10 jours du début du mondial féminin, Bev Priestman a fait ses choix, des choix parfois audacieux, qui représentera le Canada en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pendant ce temps, chez les hommes, le Canada est éliminé à la Gold Cup. Est-ce que ce serait peut-être la fin du conte de fées pour M. John Erdman? Et le scénario se répète au Stade Saputo de CF Montréal, tout simplement incapable de marquer. Ici Yacine Camara. Ici Christine Roger, vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Et oui, je suis de retour. Allô, Assoun, très contente de te retrouver. Et moi aussi, très contente de t'avoir parmi nous et de te voir récupérer ta place. J'ai rien contre les autres, mais c'est vrai que tu nous manquais beaucoup. De moi. Exactement. Certains diront, voyons Christine, est-ce que tu attendais qu'Olivier s'en aille en vacances pour revenir? Je ne répondrai pas à cette question. Ben non, on a très hâte de revoir Olivier aussi. Olivier qui a des petites vacances avant de s'envoler pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande pour aller voir notre équipe canadienne. Exactement. Et je veux qu'on commence avec ça. Assoun, on sait qu'on se donne comme mandat depuis longtemps de parler de soccer féminin. Et là, dans 10 jours, la Coupe du monde féminine qui va débuter. Et Bev Priestman a annoncé dimanche, qui sera de la partie, quelles sont les joueuses sélectionnées. On peut l'écouter. Is what you've seen under my sort of time here. She makes critical passes, is critical to this team. But I think what I do know, this team is no longer just about Christine Sinclair. I think we've got the depth across the forward line, the midfield line to not rely on everyone for every single minute across the tournament. And I think that's what you'll see. Bev Priestman qui dit ce n'est plus uniquement l'équipe de Christine Sinclair. Oui, ce sera sa 6e Coupe du monde. C'est quand même impressionnant, sa dernière. Mais je pense que c'est ça que je remarque d'emblée, c'est que c'est les jeunes qui poussent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Bev Priestman, finalement, on dirait qu'elle aussi, elle réalise qu'elle doit peut-être laisser davantage de place aux jeunes. On en avait parlé, je m'en souviens, après les Jeux olympiques, puis on déplorait le fait que Christine Sinclair a peut-être trop de temps de jeu par rapport à ce qu'elle est capable de donner. Là. Oui, c'est vrai. On sentait justement qu'elle voulait rester sur certaines certitudes, j'ai envie de dire, de rester sur des joueuses qui avaient beaucoup de cap en sélection nationale. Et on a l'impression que cette Coupe du Monde, en tout cas, et la Coupe du Monde aussi du renouveau, reste à voir quelle place aura Christine Sinclair dans cette Coupe du Monde. Des entrées en fin de match, peut-être. Et toi, justement, comment tu l'utiliserais? Parce que pour des gens qui regardent le foot un peu de loin ou les Coupes du monde une fois aux 4 ans, on se dit, Christine Sinclair, 40 ans, moins en forme, tu rentres en fin de match, la 80e minute comme super ça, mais à tes yeux, c'est pas nécessairement la meilleure des décisions non plus. C'est toute la question, justement, quand on a des légendes de cette sorte-là. Elles ont un charisme et une envergure exceptionnelle dans un groupe. Et en même temps, lorsqu'on doit fermer un match, aller chercher des points, est-ce que le profil de ces joueuses et joueurs-là sont pertinents pour l'équipe aussi? Je veux dire, si on perd 1-0 et qu'on a besoin d'aller chercher un but, de l'activité, de l'entrain offensif, est-ce que vraiment ces caractéristiques d'aujourd'hui correspondent à ça? J'en suis pas spécialement sûr. Ouais. Donc, c'est vraiment toute une gestion à avoir, peut-être dans l'idée de fermer les matchs, d'amener de l'expérience, de faire circuler le ballon et de donner de la confiance aussi à ses coéquipières. Lorsqu'elle est sur le terrain, forcément, son rayonnement jaillit sur les autres. Donc, ça sera tout un équilibre à avoir et pour Bev Priestman aussi, un apprentissage à faire. Ça va être nouveau pour elle, entre guillemets, d'avoir cet équilibre à redonner. Et j'ai hâte de voir de quelle façon elle va être utilisée. Parce que peut-être que ça dépend qui l'entoure et c'est là que ça va être le travail de Bev Priestman parce qu'elle parlait du talent de fabricante de jeux, de passeuse. C'est un peu devenu ça, son rôle, l'avantage avec les Thorns de Portland dans la WSL. Ce n'est plus elle qui va être l'attaquante de pointe qui va marquer les buts, mais je veux dire, elle a la vision qu'elle a, elle peut être utile. Ensuite, encore faut-il qu'elle soit entourée peut-être d'attaquantes capables de lire son jeu. Mais tu sais, Christine Sinclair s'est jamais démarquée comme étant la plus rapide. Je lisais dans sa biographie qu'elle disait, pourquoi elle s'est retrouvée une attaquante qui marque des buts? Elle ne sait même pas comment ça. Elle s'est fait dire tout au long de sa carrière, on dirait que toujours bien placée au bon moment. Ses buts, c'était ça. Souvent, le ballon arrive directement dans ses pieds et elle parvient à marquer. C'est comme un instinct. Ça ne s'apprend pas, ça. Ça ne s'apprend pas, justement. Et je pense qu'il y a des joueurs hors catégorie. Je pense que chez les hommes, on parle de Cristiano Ronaldo, de Messi, mais elle est vraiment
hors catégorie dans son registre à elle. On a l'impression qu'elle aimante les ballons, qu'elle est toujours bien placée à la bonne position. Et c'est ce qui fait d'elle justement l'attaquante unique qu'on a connue et qu'on connaît. Donc forcément, je pense qu'on a parlé d'intelligence de mouvement, de replacement. Elle est descendue, comme tu le disais, sur la position du terrain. Et je pense que c'est son intelligence de jeu, son intelligence de placement qui peut aider aux jeunes qui vont l'entourer aussi. On a vu des nouvelles arrivées Ouais. aussi, ça va être intéressant d'en parler. Mais je pense que dans cette chimie-là, dans ce registre, j'espère que les joueuses qui seront autour d'elle auront l'intelligence d'utiliser toute son expérience et tout le vécu qu'elle a pour pouvoir en profiter au maximum. On va parler des jeunes bientôt, mais quand même, c'est important, je pense, pour Beth Friesman d'amener des joueuses d'expérience, pas juste Christine Sinclair. Il y a une Sophie Schmidt qui a été là avec Christine Sinclair à l'époque où le Canada n'était même pas capable de rivaliser avec les États-Unis. Il y a une Alyssa Chapman. Mais quand même, Beth Friesman a dû prendre des décisions, moi, j'ai dit d'entrée de jeu, audacieuses. Desiree Scott, qui était partie importante du Canada en milieu de terrain depuis 2 décennies quasiment. Desiree Scott, 35 ans, qui a subi une blessure, qui n'a pas joué de minutes en WSL cette année. Elle était prête, mais je pense qu'elle a manqué de temps. Et là, c'est là que Beth Friesman a dû dire, OK, aujourd'hui, c'est qui la meilleure joueuse, la joueuse qui est la plus prête? Ben, je dois mettre de côté une joueuse qui a toujours fait partie de mes plans. Puis je trouve que c'est pas facile, c'est pas tous les entraîneurs qui auraient osé prendre cette décision-là. Oui, qui aurait osé prendre ces décisions et encore plus pour Beth Priestman, justement, Ouais. qui s'appuyait justement sur ces légendes-là. On a vu dans d'autres registres, hein, je pense à Karim Benzema, Ballon d'Or en équipe Ouais. de France, blessé. On sait tous que c'est le meilleur, mais il est blessé au mauvais moment. Est-ce qu'il faut le prendre dans le groupe, le laisser ou partir avec d'autres joueuses? Ça a été la question qu'elle a dû se poser aussi, hein. Elle a quand même, je veux dire, plus de 150 sélections en équipe Ah nationale, ouais. c'est juste incroyable. Donc forcément, on se prive d'un gros morceau et je pense que, pour moi en tout cas, c'était le bon choix. C'est déchirant, c'est crève-cœur Mhm. aussi. On a vu hein, son post sur Instagram aussi, vraiment déchiré de cette décision-là. Mais en même temps, je pense qu'au fond d'elle, elle sait que c'était la bonne décision Ben oui. et que derrière, c'est une équipe, c'est un groupe, que même si elle est à l'extérieur, elle fait partie justement de cette entité-là. Il y a énormément de respect dans les mots de Beth Priestman aussi. Et je pense que voilà, elle sera derrière l'équipe pour les encourager les jeunes qui prendront sa place aussi. Quand on regarde la sélection, on a parlé des joueuses d'expérience, mais on a vraiment l'impression que Beth Friesman est allée pour un beau mélange. Donc, ces joueuses d'expérience qui vont montrer la voie, mais beaucoup de jeunes joueuses. Évidemment, là, nous, c'est tellement bien. Evelyne Viens sera là. Évidemment, avec ses performances en Suède, je pense qu'elle a forcé la main à Beth Friesman. À la dernière minute, il y a Gabrielle Carl, autre Québécoise, qui est venue remplacer Rose, qui est blessée. Et il y a Prou, la troisième gardienne de but, qui va être là. Donc, quand même, 3 Québécoises dans cette formation. L'un des beaux moments, puis une surprise, je pense qu'on peut le dire, c'est Olivia Smith qui a été choisie par Beth Priestman. 18 ans seulement. Je veux dire, elle avait 2 sélections seulement en équipe senior. Il faut dire qu'elle en a une à 15 ans, c'est quand même impressionnant. L'été dernier, elle a joué dans la Ligue 1 en Ontario, semi-professionnelle. Mais c'est une fille avec énormément de talent, énormément de potentiel. Et Beth Priestman décide de la prendre pour la Coupe du Monde. Donc, elle l'a choisi en avant de joueuses qui avaient davantage d'expérience sur la scène internationale. Oui, c'est des choix forts, là encore, lorsqu'on va chercher des pépites, entre guillemets, de cette façon-là. Moi, je trouve que la Coupe du Monde se prête à ce genre d'expérience sportive, mais aussi humaine. On a vu la façon dont elle l'a accueilli, la façon dont elle lui a annoncé directement. Je trouve que c'était une partie d'émotion Ouais. exceptionnelle aussi. Et ça nous donne envie, justement, de suivre ses aventures, de voir des jeunes qui, voilà, comme Olivia, qui ont bien fait dans ce qu'elles font, dans leur registre. Elle a fait meilleure buteuse en 2022 de sa ligue. Elle a vraiment, je veux dire, comme dit Kylian Mbappé, frappé dans l'œil Ouais. justement du football. Et je pense que c'est ce qui a attiré justement Beth Priestman à ce niveau-là, d'amener de la fraîcheur, de l'enthousiasme. Et on a besoin de ça. On a parlé des dinosaures, entre Ouais, guillemets, c'est de ça. cette équipe. Il faut aussi de la jeunesse, de l'insouciance, des jeunes qui vont être extrêmement contents de participer à cette aventure-là et qui ne feront aucun problème dans le groupe. Je veux dire, on a besoin de cette alchimie, on a besoin de vivre ces moments-là. Et moi, je suis super heureux de suivre des aventures de la sorte. Le football nous offre ça et je pense qu'il faut en profiter. Par contre,
la chimie doit prendre. Ouais, La c'est chimie ça. doit prendre et là, c'est tout l'enjeu. C'est nouveau, c'est des surprises aussi qu'on amène dans un groupe. Le revers de la médaille, ça peut être justement de subir finalement l'événement, de pas oser faire des choses, de pas oser se lâcher, de se dire qu'on est juste invité et que c'est la place qu'on doit avoir. Je sais ce que ça peut donner dans un vestiaire, ce type de Ouais. situation, et j'espère que c'est l'inverse qui va se passer. Si on l'a recruté, si on l'a choisi, c'est qu'elle a les qualités pour être là, c'est qu'on a envie de l'avoir aussi, et j'espère que de ce côté, ça se passera bien et que les anciennes aussi l'accueilleront de la meilleure des façons pour voir son potentiel sur le terrain. Mais c'est là aussi une crainte que j'ai, que je pense plusieurs personnes ont, le fait que le Canada, bon, en cause des divergences d'opinion et des problématiques avec la Fédération, a eu très peu de Ouais. préparation, de matchs préparatoires. Est-ce que ça va avoir un effet négatif sur la cohésion? Mais en même temps, moi, je me suis dit, c'est là qu'on voit à quel point est important le camp d'entraînement avant. Parce que je ne suis pas certaine, honnêtement, qu'Olivia Smith était dans les plans de Beth Priestman, selon ce qu'elle a dit quand elle lui a annoncé hier. Je ne suis pas certaine qu'elle était dans ses plans au début du camp d'entraînement. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont mettons, leurs 23 joueuses planifiées, et des fois, il y en a qui arrivent au camp d'entraînement puis ne travaillent vraiment pas bien, ne sont pas au sommet de leur forme, puis il y en a d'autres qui, finalement, les obligent à changer complètement leur fusil d'épaule. Exactement, c'est la vie justement du sport de haut niveau, la vie de groupe aussi. On parle de terrain, mais faut qu'on sache qu'il y a la partie aussi intime du vestiaire, la vie de groupe qui compte énormément. On voit les attitudes de chacun, les personnalités, comment est-ce qu'on va vivre pendant pratiquement un mois, on l'espère en tout cas, en allant jusqu'au bout, ensemble, quelle dynamique on amène, quel type de personnalité, est-ce qu'on amène du sourire, de l'enthousiasme. Il y a tous ces aspects qui comptent, pas seulement le terrain, et je pense que dans cette dynamique de groupe, on essaie de faire les meilleurs choix en s'imaginant aller le plus loin possible. Donc c'est comme ça, c'est la vie du haut niveau, c'est les aléas justement de ces choix-là, et c'est ce qui amène justement ce type de surprise. Mais moi, je pense qu'on ne donne pas suffisamment de crédit à Beth Priestman, parce qu'on peut-être certains oublient que Beth Priestman est dans le programme canadien quand même depuis longtemps. Elle a été coach des U17, des U20, et c'est l'une, en tout cas, c'est elle a fait partie du groupe d'entraîneurs qui a poussé pour Jordan Aitema, pour Julia Grosso, qui a vu le potentiel, qui a aidé sur le développement. Elle a joué un rôle très important aussi dans le développement de Jessie Fleming, qui est probablement aujourd'hui l'une des meilleures, sinon la meilleure à sa position, qui évolue avec Chelsea. Et là, elle prend une autre décision audacieuse avec une jeune joueuse. Donc, je pense que Beth Priestman, on ne réalise pas à quel point elle a joué. Il y a plein de joueuses qui jouent aujourd'hui en Europe, en Angleterre, puis c'est elle qui les a pris à 17 ans, qui les a poussés. Oui, exactement. Quand on parle d'entraîneur, on parle aussi d'éducateurs qui accompagnent les joueuses. On parle d'Olivia Smith, mais je ne suis pas sûr qu'on ait officialisé quelque chose vers l'Europe, mais je ne serais pas surpris qu'elle signe. C'est sûr qu'elle ne jouera pas semi-pro, je pense, On est après la Coupe du Monde. On est d'accord, donc je pense vraiment que c'est un potentiel justement très clair, encore une fois, d'aller chercher justement ce talent et de le projeter vers les plus grandes écuries européennes. Je ne serais pas surpris de l'avoir dans un grand club dans quelques semaines. Donc elle fait un travail fabuleux. Je pense qu'il faut donner crédit chez les hommes à Jan Herman, mais Beth Priestman chez les femmes, ce qu'elle fait, c'est juste incroyable aussi. Et elle fait ce registre-là, non seulement d'entraîneur, tacticienne, qui essaye d'amener son équipe au plus haut niveau, même s'il y a des choses à en redire dans l'entrain, dans la façon de jouer, dans une équipe plus offensive que j'ai envie de voir au vu du talent qu'il y a. Mais en même temps, elle arrive à développer des joueuses fabuleuses, Grosso à la Juventus, Waitema au plus haut niveau aussi. Donc, c'est des actions qu'on veut voir, et c'est le type d'entraîneur qu'on veut voir à la tête des sélections. Évidemment, la semaine prochaine, à quelques jours du coup d'envoi, on va y aller de nos prédictions puis vraiment décortiquer les différentes puissances. Mais ça va être vraiment une Coupe du monde féminine mémorable. Dernière Coupe du monde de Christine Sinclair. Fort probablement, évidemment, la dernière de Martha. Et aussi Megan Rapinoe, l'Américaine, qui a annoncé non seulement prendre sa retraite internationale, mais elle va prendre sa retraite professionnelle à la fin de la présente saison NWSL. Les gens, on dirait qu'on l'aime ou on l'aime pas, parce que elle aime provoquer quand même, elle est très différente, mais il faut se souvenir qu'est-ce qu'elle a fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour faire avancer le sport, pour développer le sport, le soccer féminin aux États-Unis. C'est quand même un personnage important, là.
Pour moi, c'est une Ouais. icône j'allais dire du foot, mais non, de l'histoire du sport, tout simplement. Parce qu'elle a pris des positions à des moments qui étaient extrêmement difficiles Mhm. et elle a réussi finalement à entraîner derrière elle des mouvements. On parle du Canada aussi, je veux dire, c'est aussi dans le sillage de ce qu'elle a réussi à faire aux États-Unis. Ouais. Et forcément, c'est un personnage exceptionnel. C'est une des premières femmes à avoir mis le genou à terre au moment de la ségrégation des Noirs aux États-Unis, à un moment où c'était extrêmement difficile et mal vu pour Colin Kaepernick, par exemple, en C'est ça. NFL. Elle n'a jamais eu peur de prendre position, c'est Oui, ça. exactement. Là où un Copernic a été justement mis de côté, elle n'a pas hésité à le faire derrière et à rester l'icône qu'elle est, à prendre un ballon d'or derrière, etc. Donc, je trouve que c'est une icône du sport mondial. Elle laissera une trace indélébile dans ce qu'elle a fait. Et juste pour ça, on se doit de regarder la Coupe du Monde de la meilleure des façons, Ouais. de suivre les exploits de ces femmes courageuses qui ont envie de se battre. En équipe nationale du Canada, on a vu la même chose aussi, avec des Christine Sinclair qui ont été devant le comité pour défendre leur position, défendre leurs droits aussi. Et c'est plus que du football, en fait. C'est plus que du Ouais. football. Et je pense vraiment que ce qu'elle nous offre, c'est juste des aventures humaines exceptionnelles et des combats dans les droits civiques qui sont très, très forts. Ouais, parce que je me souviens même Martha qui, ouvertement, je ne sais plus si c'est après aux Jeux olympiques ou une Coupe du monde, qui, après un match, va au micro directement puis interpelle son pays. Les autorités disent, ben, vous allez commencer à nous traiter comme vous traitez Ronaldo, Ronaldinho. À partir du moment où vous allez mettre de l'argent, ben, vous allez voir, on va amener des résultats. Donc, ils ont fait la différence. Rapinoe va y être dans une équipe américaine extrêmement forte. C'est ça la beauté, c'est qu'il est encore capable de faire la différence, mais il y a pas. Quand on parle de profondeur, l'équipe américaine, là, Ouais. on va y aller de nos prédictions la semaine prochaine, mais là, on l'a demandé à tes fans. Là, je ne sais plus si c'est les fans d'Olivier, parce qu'on C'est ne sait plus Olivier s'il y a qui du prend tout. Twitter ou il n'y a plus de C'est ça. Twitter. On a demandé aux gens, bon, à quoi vous attendez de cette Coupe du Monde? Le problème, c'est que je pense que les gens sont un peu pessimistes ou sont restés un peu sur leur faim. Peut-être après la médaille d'or aux Jeux de Tokyo. Je pense que c'est une médaille qui vient un peu fausser la donne parce que oui, le Canada a gagné la médaille d'or, mais n'était certainement pas une puissance offensive, ne marquait pas de but. C'est Stéphanie Labbé qui est allée chercher cette médaille-là. Et quand on regarde les autres nations, si le Canada n'arrive pas à marquer des buts, ça va être difficile. L'Angleterre ressort énormément, championne de l'Euro, mais beaucoup de blessés. Marie-Pierre Bilodeau, que vous connaissez peut-être, qui a porté une gardienne de but, qui a porté les couleurs du Canada, elle dit, je vais toujours être derrière les Canadiennes, mais il faut surveiller l'Espagne. Elle risque d'en surprendre plusieurs jeunes talents. La meilleure joueuse au monde, la Ballon d'Or, Alexia Putellas, en fait partie. Donc, ça se promène entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. On va surveiller ça et nous, on est chanceux parce qu'Olivier Tremblay va être sur place. Fait qu'on va avoir des scoops. Le chanceux, il va voir Martha, Rapinoe, Sinclair. Du beau monde, c'est sûr. Ouais. Mais je pense vraiment que oui, ce qui est beau, c'est qu'il y a une homogénéité aujourd'hui du football féminin. On ne sait plus. On ne sait pas qui va gagner, il y a pas mal d'incertitudes, chose qui était différente il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des pays émergents qui ont grandi et qui ont pas mal évolué. Et je pense que c'est vrai que le Canada a une épingle à jouer, mais j'ai envie de voir justement comment ils vont se comporter dans leur groupe, un groupe B difficile quand même, mais ce qui va donner le ton en fait de la suite, l'Irlande, le Nigeria et l'Australie. J'ai envie de voir comment offensivement comment est-ce qu'on va se comporter. Est-ce qu'on va prendre justement un registre totalement différent de ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques. Certes, on a eu la médaille, mais dans le contenu, moi, j'ai été un petit peu sceptique et déçu. Ouais. On était extrêmement défensif, très frileux. On travaillait bien défensivement, pas de problème, mais dans la projection offensive, dans les derniers tiers, ça a été plus que moyen, vraiment. Donc j'ai envie de voir une équipe plus entreprenante, plus offensive, prendre des risques justement dans ce groupe-là. Et je pense que voilà, les premiers matchs vont être le baromètre de ce qu'on peut espérer voir dans la suite logique du groupe. Ouais. Pendant ce temps-là, à Sun, les hommes qui étaient en action à la Gold Cup, j'aimerais te dire que c'est un résultat surprenant, mais malheureusement non. Éliminé hier par les États-Unis. I thought the fans stuck with them. We were nearly there. We were so close. Donc, le Canada qui perd en quart de finale à la Gold Cup au tir au but. Certains diront que le Canada a été battu par une équipe plus forte, avec plus de profondeur.
Peut-être, oui, et que ce serait un bon, comme dit John Herdman, se sont bien battus, au moins on s'est rendu jusque-là. OK. Qu'est-ce que tu penses, premièrement, qu'est-ce qui a fait défaut ou on en a parlé avant d'entrer en ondes, toi et moi, je pense que ce qui nous agace, c'est qu'on est passé, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça, on est passé à la Coupe du Monde, on est extraordinaire, on est capable, on a confiance en nous, on peut aller battre n'importe qui à. Ben, c'est pas grave. L'important, c'est de participer et aller chercher une belle expérience pour nos jeunes. Oui, exactement. C'est vrai que c'est l'ambivalence qui me dérange justement de ce qu'on a vécu en Coupe du Monde comparativement à ce qu'on vit en ce moment. Et si on a envie que j'ai un regard qui collait aux analyses qu'on avait il y a 15-20 ans, je dirais que c'était bien. On a vu des jeunes. On est revenu à ça ou quoi? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que je te donnerais beaucoup d'arguments en plus qui iraient dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a vu des jeunes qui se sont exprimés, Shufflebourg, Bambito qui fait très bien au Colorado. Rapide en ce moment, québécois qui a été drafté, le voir au plus haut niveau, c'est top. Ali Ahmed à Vancouver aussi, formé là-bas, qui arrive justement à s'exprimer aussi. Et je pense qu'il a le potentiel pour aller dans les plus grands clubs en Europe, vraiment en vue de la virevoltante qu'il donne. Donc, on a fait émerger des jeunes intéressants, des jeunes avec du potentiel. Mais ça, ce serait l'analyse que j'aurais eue il y a 15-20 ans. Ouais. Si tu me demandes une analyse en fonction des ambitions qu'on a eues depuis quelques années, je dirais que c'est insuffisant et c'est extrêmement décevant au vu de la globalité du tournoi. Je veux dire, tu as fait des matchs nuls contre des équipes extrêmement modestes. On a perdu en finale, on a perdu hier, pardon, dans un match qu'on tenait, alors qu'on a perdu en finale tout récemment en National League. C'est l'occasion justement de rebondir Ouais. et d'aller chercher justement toute cette frustration accumulée. Mais encore une fois, tu perds et avec des circonstances de but contre notre camp, en prolongation, les pénaltys. Parce qu'on peut avoir l'excuse, tu sais, on a perdu plusieurs C'est joueurs ça. vers l'Europe, mais c'est la même situation pour tout le monde. Est-ce que tactiquement, est-ce que tu as des reproches à faire à John Herdman? Bah, Moi, premièrement, mettons les tirs au but. Tu as des joueurs dans ta formation qui ont l'expérience sur la scène internationale, qui ont déjà vécu de telles situations, mais tu les prends que tu les mets pas. pas. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette décision? Moi, disons que les tirs au but, on dit souvent que c'est ce qu'il y a de plus aléatoire, etc. C'est vrai que c'est des choses qui se travaillent, mais moi, c'est plus je dirais pas dans les tirs au but, mais plus dans la prolongation et dans la gestion justement de ces prolongations-là. Il y a eu des entrées super intéressantes, il n'y a pas de problème. Shufflebourg a super bien fait dans son action défensive, son repli défensif était extraordinaire. Son action est à montrer dans toutes les écoles, donc il se replie, il va chercher le but tout seul et puis il nous fait une action de magie, il n'y a pas de problème. Mais en même et donc les changements, je les valide auprès de John Herdman. Il a amené des changements intéressants en fin de match. Par contre, c'est plus dans la gestion justement et dans l'interprétation qu'on fera justement des événements. Prendre un but de cette façon-là, à ce moment-là, on va se dire que c'est de la malchance, que c'est pas de notre faute, etc. Mais c'est pas un hasard. Si ça arrive tout le temps au Canada, on a l'impression que ça fait 50 ans qu'on vit justement cette situation. Et je pense que c'est dans l'expérience, dans la gestion justement de ces événements-là, qu'on perd justement le fil et qu'on perd le fil aussi au niveau du discours. Moi, c'est plus le discours de John Herdman qui me dérange plus qu'autre chose. Ça a commencé lors du premier match nul. Ouais. Les deux matchs, en fait, contre les pays commençant en gars. Ça, c'est Simon, le réalisateur, qui dit, je pense que le Canada ne peut pas battre les pays qui commencent par gars. Non, mais c'est là qu'après son prêt de presse, qui a parlé d'expérience pour nos jeunes. Ils se sont bien battus. Je veux dire, tu viens d'aller à la Coupe du Monde, là. Puis on parlait après la Coupe du Monde de cette Gold Cup pour démontrer que c'était pas juste un coup de chance, qu'on domine la CONCACAF. Et là, tu dis ça. Il me semble que ton coach, là, sort après le premier match, puis c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable, un match nul contre la Guadeloupe et contre le Guatemala. C'est ce que j'aurais voulu entendre. Ouais. Franchement, on aurait eu le même contenu, mais honteux. Mais avec un discours différent, ça m'aurait plu en fait. Pourquoi? Ça aurait collé en fait avec le degré d'exigence qu'on a depuis des années. Sauf que aujourd'hui, dans l'analyse de John Herdman, j'ai l'impression qu'il se
officiellement et publiquement en tout cas, qui se contemplent de ça, qui trouvent des circonstances atténuantes. Les joueurs sont fatigués. On a fait la préparation dans le lobby de l'hôtel. Il fait chaud à Ouais. Houston, c'est Mais c'est parce qu'il fait difficile. chaud pour tout le monde, là. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi, c'est ce discours qui me gêne. J'ai aimé, moi, sa fraîcheur, son authenticité, ce qui l'amenait justement de nouveau dans cette équipe Ouais. depuis pas mal d'années. On a tous embarqué dedans. Je veux dire, on était super contents. Ça nous a amené en Coupe du Monde. C'était exceptionnel. Ouais, mais on est passé de, oh mon Dieu, son discours, Mais c'est je ça. bois ses paroles, on sait d'avance qu'est-ce qu'il va dire. C'est ça, exactement. On a déjà une copie avant ça de ces déclarations. Et moi, voilà, moi, je suis déçu justement de cet angle-là. Je veux plus. C'est quelque chose qu'on a bu, mangé Ouais. depuis des années. Aujourd'hui, c'est un discours nouveau qui nous a amené une ambition nouvelle que lui-même a apportée. En fait, c'est lui qui nous a donné ce standard-là, de dire qu'on n'a plus d'excuses, qu'on doit aller gagner contre ces équipes-là. Mm. Et hier, c'était une opportunité exceptionnelle après avoir chuté en National League, d'aller chercher justement un passage face aux États-Unis, de dire que ok, c'était un accident. On l'avait presque, on l'a laissé échapper d'une autre façon, et puis on repart sur le discours de se dire que voilà, c'était de belles choses, on a vu de beaux joueurs, c'était Mais est-ce bien, que c'est c'est belle peut-être pas une expérience. Ça façon, me gêne beaucoup. tu sais, son discours tempéré, est-ce que c'est peut-être pas une façon de sauver son job? Parce que Je, s'il dit c'est exécrable, c'est honteux, ben, quelque part, il vient dire haut et fort qu'il fait pas la job. Et là, je me disais, hier, s'il perd 5-0 contre les États-Unis, il peut avoir peur. Mais là, est-ce qu'il vient, vu que tu es allé au tir au but, ben, il vient de sauver sa peau? J'en ai pas l'impression. Je pense pas qu'on en soit là en fait au niveau de la direction. Je pense qu'ils ont d'autres choses à Oui, gérer. c'est ça l'affaire. La réalité, c'est ça. C'est que ça aurait été dans d'autres circonstances, un autre contexte, une autre fédération, je t'aurais dit oui à 100%. La réalité, c'est que la fédération, je pense, a énormément besoin de John Herman. Il est en position de Ouais. force dans ce contexte-là. Donc, je n'irai pas là-dedans. J'irai plus moi voilà, dans la fraîcheur que lui aussi doit avoir. Et je pense même, je dirais même, dans la remise en question que lui doit avoir. Mhm. C'est pas parce qu'il a eu ce discours il y a quelques années qu'il est encore adapté aujourd'hui. C'est pas parce que je pense il doit se remettre en question de certaines choses qui n'ont pas été. À la Coupe du Monde, c'était bien dans le contenu, mais il y a des choses qui n'ont pas été. On n'a pas pris de points. Il a eu des déclarations malheureuses Ouais, ouais. aussi, qui ont peut-être coûté à l'équipe. On a vu un Alphonso Davies avoir le droit de faire ce qu'il voulait sur le terrain. On avait l'impression que c'était le sauveur de l'humanité et du Canada dans un groupe qui attendait après lui. Donc je pense qu'il y a des choses à recadrer tactiquement dans la gestion humaine, dans la façon de jouer. Et j'ai envie qu'il ait une remise en question aussi, qu'il Ouais. fasse un reset de ce qu'il a fait. Il a fait des choses exceptionnelles, il faut lui donner crédit, il n'y a pas de problème. Il nous a fait rêver aussi, il nous a amené Ouais. dans une histoire exceptionnelle. Mais se renouveler n'est pas interdit aussi, et se remettre en question n'est pas interdit. Je pense que depuis quelques mois, il a perdu le fil. Il a perdu le fil depuis sa déclaration malheureuse face à la Croatie. Pour moi, ça a été Le début de la fin. un moment difficile, et j'espère qu'il arrivera à nous corriger tout ça. Mais tu sais, Asun, si on veut être positif un peu, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien, dans le sens, quand on regarde le timing. T'as le discours de John Herman. Non, là, mais c'est- ce que je veux dire, c'est que tu parles de remise en question, c'est comme un reality check. Puis si tu veux l'avoir, c'est peut-être le temps de l'avoir. On a la Coupe du monde qui arrive en Amérique en 2026. Et si on veut changer des trucs, apporter des changements, ben c'est là que c'est le temps de le faire parce que ça va arriver vite quand même. Donc, on verra ce qui va arriver, mais oui, il faut bouger parce qu'on ne peut pas se permettre d'offrir de telles performances à la maison en 2026. Exactement. De telles performances, et surtout de. Tu sais, bon, on parle de Poulidor en France. Je veux dire, on veut plus être les numéros 2 en fait. C'est ça. Mhm. On veut être une équipe gagnante, et pour être une équipe gagnante, il faut gagner ces types de matchs comme ça l'était hier. Je veux dire, quand tu passes à côté, tu restes sur le registre dans lequel tu as été depuis des années, celui de l'espoir, celui du potentiel, Ouais. celui de pouvoir le faire, et finalement, tomber au moment où il faut aller chercher le trophée, tu tombes et tu repars justement sur un nouveau cycle. On veut plus ça, on veut changer cette dynamique, et je pense que on a encore le temps d'aller chercher des trophées, mais je pense qu'il faut montrer qu'on est une équipe capable justement de changer ce registre-là, et de pouvoir battre les plus grandes nations comme le Mexique, les États-Unis, quand c'est l'instant T, quand c'est le moment de le faire. Je veux dire, les États-Unis, à l'inverse, tu regardes, hein, leur 11, enfin leur 10, je dirais, Ouais. tout le monde, il y avait des remplaçants à part le gardien. La réalité, c'est ça. Donc, ils ont aussi leurs excuses. Bien entendu, il y a des joueurs exceptionnels aussi en face, mais tout le monde a eu les mêmes difficultés, tout le monde a eu les mêmes choses à gérer, et je pense qu'il ne faut pas prendre ces excuses-là pour s'en sortir de cette façon. Je vais t'entendre avant qu'on passe
au CF Montréal. Ouais. Je vais t'entendre sur le tournoi en tant que tel de la Gold Cup, parce que là, je veux dire, après la Coupe du Monde, on te parlait de la Gold Cup, ça va être important. On veut que les gens, les fans de foot embarquent dans ce tournoi-là. Mais finalement, ça entre en conflit avec le début des camps d'entraînement en Europe. Donc, tu perds tous tes mauvais joueurs, tes meilleurs joueurs. Lapsus. Et donc, là, le Canada, pas d'Alfonso Davies, pas de Jonathan David, pas d'Ismaël Koné, pas de Eustachio. Ouais. Il me semble que ça enlève un peu du prestige au tournoi. Et c'est quoi la solution? Est-ce qu'on le fait une fois aux 4 ans ou comment tu vois ça? Bah, c'est vrai que c'est une question à se poser. Je veux dire, on veut placer justement la Gold Cup au plus haut niveau justement de compétition. Et quand tu as tes têtes de gondole qui sont absentes et qui doivent rejoindre leur écurie, bah forcément c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut il faut essayer de garder la formule et essayer de justement. Pourquoi on ne fait pas comme l'Euro? Bah, c'est la question aussi. C'est la question. C'est sûr que c'est extrêmement difficile justement de trouver une place dans le calendrier. Mais je pense pas justement qu'on ait le rayonnement ou l'impact aussi gros pour pouvoir changer, faire évoluer bah, les mentalités en fait. La Gold Cup, la réalité, c'est que je veux dire, quand tu es placé en Europe, bah, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. On voit les équipes du Canada jouer contre la Guadeloupe. Les gens se posent des questions. Ils se disent, mais comment c'est possible? Je veux dire. Donc, c'est beaucoup de questions de cette sorte. Et je pense vraiment, oui, que là, il y a un problème, il y a une incidence aujourd'hui, mais que c'est un tournoi qui peut être respecté aussi de cette façon-là. Il y a quand même des joueurs, moi j'ai aimé voir des révélations, je t'ai parlé d'Ali Ahmed ou d'autres joueurs, j'ai aimé voir cette fraîcheur, voir cet enthousiasme, voir des joueurs s'exprimer et grandir, donc c'est une bonne chose en soi. Maintenant, les calendriers, je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué. Des calendriers, des choses extrêmement à gérer aujourd'hui, et j'ai moi-même pas même la solution de dire qu'il faudrait jouer tous les 4 ans. Je suis même pas sûr que ça soit une meilleure chose parce Non. qu'on se poserait la question de se dire mais d'où il sort ce tournoi tous les 4 ans aussi. Peut-être même qu'il perdrait justement en envergure, etc. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut le prendre tel qu'il est, le jouer à fond, ne pas le voir en excuse pour les équipes nationales. Moi, je pense que pour le Canada en tout cas, ça peut être une compétition rêvée justement pour briller, sauf qu'on est passé encore une fois à côté et je veux pas prendre le calendrier en excuse, au contraire, je pense qu'on aurait dû le prendre dans un autre registre. Dans cette équipe canadienne, en fait, sur le banc de l'équipe canadienne, il y avait un certain Zachary Broguillard Oui. qui a été sélectionné, mais qui n'a pas joué du tout. Oui. À un moment où Hernan Losada est à la recherche de solutions avec le CF Montréal, un Zachary Broguillard aurait peut-être été utile dans les derniers matchs. Comme ça, à chaud, un peu de manque de caractère, un peu plus d'envie, un peu plus d'envie de tuer, de marquer, de faire la dernière passe, d'être un peu plus juste. Mais faudrait parler à froid, regarder le match et voir tout ça en détail. Donc, Camacho, qui n'avait pas l'air content, défaite samedi au Stade Saputo 1-0 contre Atlanta. J'allais dire 3 matchs sans Mathieu Choignard, 3 matchs sans but. Est-ce qu'on est devenu Choignard dépendant chez le CF Montréal? Non, écoute, c'est sûr que bon, Mathieu a un registre important dans cette équipe. Il est travailleur, il apporte beaucoup, mais je pense vraiment que c'est une question globale aujourd'hui qui gêne au CF Montréal. Je suis gêné par la série en fait de victoires à domicile qu'on a pu amener. Un record, je veux dire 8, c'est exceptionnel, il n'y a pas de problème, mais et de tomber en fait dans ce qu'on a vu depuis 2 semaines face à New York City FC et face à Atlanta, où là, tu as l'occasion de jouer contre des valeurs Ouais. sûres, entre guillemets, de la MLS, même si Atlanta a énormément de mal à l'extérieur. Mais on n'arrive pas à aller chercher ces points-là. Et plus que ça, c'est dans l'apport offensif, dans la construction, dans le contenu, justement, ça a été extrêmement insuffisant. Et ça apporte justement les limites du CF Montréal et de la réalité aussi de ce qu'on a. On a des bons joueurs, certes, mais qui ont encore énormément de travail pour arriver au calibre de grandes équipes en MLS. Et je pense que c'est la limite du CF Montréal aujourd'hui. On fait avec ce qu'on a, C'est ça. on en tire presque le maximum. Et la réalité, c'est que on a des joueurs avec du potentiel, certes, mais on peut pas dire qu'on a des cadres exceptionnels offensivement. on Là, peut c'est pas la pas. réalité. Quand on regarde la sélection, la formation, on ne peut pas blâmer tant que ça Hernan Losada. Exact. Je sais qu'ensemble, on parle souvent de manque de créativité, surtout là, offensivement, ça se traduit par pas de but. Ouais.
Mais en bout de ligne, peut-être que c'est simplement un manque de talent. Tu sais, quand Bryce Duke est arrivé, là, c'était la 7e merveille du monde. Il était incroyable. Après ça, c'était Lassiter. Et là, on se dit, ben, on est allé chercher Opoku. Là. Est-ce que tu penses que c'est la solution? C'est lui qui va venir tout changer? Bah, tout changer, je sais pas, mais c'est sûr qu'on va le placer au très très haut niveau voilà, Oui, mais il était où à Los Angeles? Mais À c'est ça? ça la réalité, c'est qu'on va le mettre au très très haut niveau du rang de la hiérarchie du CF Montréal. Ça va être le numéro 1 aujourd'hui, offensif. Je veux dire, on a fait un effort financier exceptionnel en gamme. Je veux dire, 1 650 000 $. C'est extrêmement Ouais. rare de dépenser ces sommes-là. C'est une bonne chose, mais ça en dit énormément aussi, justement, sur la réalité de l'effectif. C'est le troisième choix Ouais, c'est ça. à Los Angeles. La réalité, c'est ça, c'est que tu as un Carlos Vela qui marche fort, qui est numéro 1, avec Bouanga, qui est un des meilleurs attaquants de la ligue. Et notre recrue est justement numéro 3 et arrive aujourd'hui presque en sauveur au CF Montréal. Ben oui. C'est la réalité justement voilà, de cette MLS à double vitesse avec des équipes qui ont une profondeur exceptionnelle et d'autres équipes qui ont plus de difficultés justement à attirer des joueurs d'extrême qualité. Donc écoute, il arrive au bon moment, je pense. On a un Kyoto qui a un petit peu disparu. Je sais pas dans quelle partie du monde il est aujourd'hui. Il Sur est... un bateau quelque part. c'est ça, c'est un peu, c'est un peu la réputation qui traîne, mais il est blessé aujourd'hui, c'est difficile. On comptait sur lui justement pour pouvoir répéter sa saison. Il avait très très bien fait la saison dernière, il n'y a pas de problème, mais offensivement c'est compliqué. Si Bryce Duke devient justement notre sauveur aussi, ça en dit aussi sur la réalité. C'est un jeune joueur en avenir et on pouvait pas se dire qu'on avait un effectif. Veut dire exceptionnel au niveau Ben non. du talent, là, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'on met des responsabilités sur les épaules de joueurs qui n'ont pas nécessairement le talent, la Les épaules créativité et les épaules. nécessaire. Peut-être d'entrée de jeu, j'ai dit, bon, Mathieu Choignard ne joue pas de but. Mais moi, Mathieu, il a été très important pour cette équipe-là. il a été très important, Mais- bien entendu, en termes de volume, d'impact. C'est un joueur fabuleux. J'ai écrit d'ailleurs une chronique à son sujet lors de sa sélection au MLS All-Star. Et c'est mérité au vu de ce qu'il fait. Mais Mathieu est encore un jeune joueur. On ne peut pas dire que c'est encore un crack de la MLS. C'est ça la réalité. Mais c'est Mathieu c'est qu'il a Choignard besoin- dans une autre équipe, est-ce qu'il a autant de responsabilités dans une autre équipe Non, dans la MLS? justement, on lui laisserait le temps justement de se développer, de faire des choses, de grandir autour de joueurs plus impactants. Et la réalité, sauf que nous, notre réalité, c'est que tu posais la question d'introduction, à savoir si Mathieu, s'il y avait une Mathieu dépendance, je veux dire, au oui. CF Montréal, et ça en dit long justement sur voilà, sur la limite justement de l'effectif, sur l'étoffe aussi de l'effectif. Et je pense vraiment pour l'instant en tout cas, on essaie de tirer vers le maximum de ce qu'on peut tirer de Ouais. chaque joueur et qu'on est dans la réalité de notre marché avec des joueurs à fort potentiel et qu'on essaye de faire avec ce qu'on a. Je sais que ça criait au scandale ici quand John Herdman n'a pas sélectionné Mathieu Choignard. On pourrait en débattre très longtemps. Mais tu sais, puis on adore, nous, Mathieu Choignard. Mais quand la star de ton équipe, c'est un jeune joueur qui a une vision incroyable, qui est fabricant de jouets incroyable, mais c'est pas non plus le plus grand technicien, qui n'arrive même pas à être sélectionné avec le Canada, mais toi, ça devient ta star et ton meneur de jeu. On a un problème. Donc, disons que là, on reconnaît que dans le fond, le CF Montréal est juste moins talentueux. Ben là, l'organisation ne veut pas se dire, ben, on est moins bon, puis that's it. Ouais, non, C'est quoi la solution? Tu sais, je sais qu'ils ont toujours dit, nous, on va pas tous mettre nos yeux dans le même panier, puis nous, c'est pas important, une grande vedette. Mais là, est-ce qu'on n'est pas rendu là aussi un petit peu, là? Peut-être, on a parlé de l'idée d'avoir des grandes vedettes qui apportent, bien sûr, sur le rayonnement, mais le plus important, c'est vraiment le terrain, c'est d'amener des joueurs qui rentrent justement dans l'esprit, dans le collectif. Je pense que globalement, le CF Montréal est dans sa lignée, celle de produire des joueurs, des jeunes joueurs, d'essayer de les développer et de les amener vers l'Europe par la suite, mais ça a aussi des limites justement parce que ça fait reposer beaucoup de responsabilités sur certains joueurs. Et je pense vraiment que il faut, je veux dire, tu es dans un classement qui joue à rien pratiquement, tu es à 26 points, tu as 5-6 équipes qui tournent autour des 26 points, tu flirtes avec la zone justement de qualification
pour les séries éliminatoires. Et ça va jouer à rien là, ça va jouer peut-être à des recrues, une ou deux recrues supplémentaires, mais qui peuvent amener un impact là tout de suite. Moi, j'ai envie de voir ça. On a été ultra réactifs, on n'a pas attendu la fin du mercato pour agir. On a fait une première recrue tout de suite au début du mercato. C'est une chose super intéressante, mais je pense qu'on a besoin encore de qualité, au moins deux, trois Ouais. joueurs de plus, de talent qui peuvent amener un impact là tout de suite. C'est ce que moi j'ai envie de voir aujourd'hui au CF Montréal. Mais tu sais, moi, je trouve ça me fait rire un peu quand on parle de. On veut développer des joueurs dans l'optique après, comme on a fait avec Koné, de le vendre, ou comme on a fait avec Mijalovic. Mais quand là, justement, on regardait l'équipe canadienne hier, quand on voit un Ahmed, puis qu'on voit Bombito, puis on voit un Mo Farsi, là, tu te rends compte que, OK, mais il y a des joueurs qui font très bien là, ailleurs dans la MLS, des produits locaux, puis on les a laissés aller. On les a laissés. Est-ce que ça ne devrait pas être leur responsabilité aussi? Là? C'est bien beau amener des jeunes d'ailleurs, puis de tout miser sur un Bryce Duke. Mais là, finalement, il y a des produits locaux qui sont excellents. Là. Ouais, dans ce registre-là, je pense que dans ce registre-là, on peut compter encore plus sur des joueurs locaux qui font bien. Et je veux dire, l'histoire récente nous l'a montré. Tu parlais de Momo Farsi, ce qu'il arrive à faire à Columbus, je veux dire, c'est fabuleux, parce que tu le vois dynamiter son côté droit, porter, faire des choses, et puis tu te dis, ah bah écoute, au CF, ça aurait été pas mal d'avoir un joueur d'ici. Et en même temps, ce raisonnement a aussi des limites, parce qu'il y a peut-être un sentiment aussi revanchard qui anime certains joueurs qui peuvent être dans un confort quand ils sont au CF Montréal, à la maison, peut-être à travailler un petit peu moins qu'ils ne devraient, puis tu te retrouves à travailler 2 fois plus à l'extérieur aussi parce que tu te dis, ok, j'ai pas fait les choses à domicile. Il y a aussi voilà, des choses à regarder dans ce sens-là, mais la réalité, c'est qu'on a le potentiel pour aller chercher beaucoup de joueurs qui sont très compétents ici, qui peuvent faire le travail aussi, et qui peuvent créer aussi un sentiment d'appartenance qui manquait au CF Montréal après tous les changements qu'il y a eu. Si tu as des joueurs locaux, c'est pas mal aussi. Les dirigeants ont changé. On sent et on sait qu'à l'interne, ça a changé. Même toi, tu as dit pendant une certaine période, les anciens, vous n'étiez pas vraiment inclus. Et maintenant, tu as des communications constantes avec des gens de l'organisation. Et pendant une certaine période, si on parlait à des Québécois qui sont passés par l'organisation et maintenant qui sont ailleurs, bien, il y a une raison pourquoi ils ont quitté et ils voulaient quitter. Là, maintenant, on a parlé pendant longtemps on a de la misère au guichet. On blâmait un peu les fans. Là, le Stade Saputo, il était plein. C'était plein, ouais. Et si on avait eu, je regardais les foules partout dans la MLS, je veux dire, j'ai l'impression que si on avait eu un stade de 30 000, il y aurait eu 30 000 personnes. Ouais. Donc, les fans se déplacent pour des 1-0. Donc là, à un moment donné, c'est du donnant-donnant. Il faudrait que les fans aient quelque chose à se mettre sous la dent. Là. Oui, 100%. Je pense que les fans répondent présents. Il y a quand même une belle affluence en ce moment. Je pense vraiment que le CF fait globalement bien. Je veux dire, je veux quand même resituer. On se souvient du début de saison cataclysmique. Tu te rappelles des mots qu'on avait sur l'équipe. Côté business, ça s'est amélioré. Aussi, il y a eu un redressement dans pas mal d'aspects, etc. Mais forcément, le sport de haut niveau est ingrat et on veut toujours plus et demandant, vraiment demandant. Lorsqu'on a goûté à ce qu'on a connu la saison dernière, on veut revivre ça aussi. Donc, c'est des choses qu'on veut voir l'équipe grandir, continuer à grandir, à évoluer, aller nous chercher des joueurs de qualité qui peuvent... Si Olivier Renard t'appelle, là, ouais. Tu lui dis d'aller chercher qui? As-tu des idées? Écoute, on en a débattu la semaine dernière avec un Eden Hazard, par exemple. Je veux dire, ça fait partie d'une rumeur qui circulait. Et puis, je veux dire, tout est réuni pour valider cette rumeur. Olivier Renard, belge, Laurent Simon, qui connaît bien. Donc forcément, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel ce joueur-là s'intégrerait. Est-ce qu'il viendrait avec la volonté d'aider l'équipe et de se donner à 100% ou pas? C'est aussi la question. Moi, j'irais avec des joueurs à fort potentiel qui peuvent avoir une certaine jeunesse aussi, parce que l'idée de voir des anciens de plus de 33, 34, 35 ans, c'est aussi un peu compliqué. Mais je veux dire, si tu as des joueurs qui s'inscrivent dans cette volonté-là, des joueurs qui font très très bien en MLS aussi, j'ai envie de voir, moi, un joueur impactant qui peut justement réunir tous ces défis-là. Est-ce qu'Eden Hazard remplit toutes les caractéristiques? S'il en a envie, oui. C'est ça la réalité. Ouais. Et aussi, peut-être, oui, là, c'est beau des projets, là, c'est beau le potentiel, mais j'ai l'impression que le CF Montréal a besoin d'un joueur qui a réussi quand même à
qui connaît la MLS, qui a réussi à s'établir, à avoir une certaine réputation en MLS et qui va pouvoir faire une différence maintenant. Parce qu'à un moment donné, c'est beau les projets, mais pendant ce temps-là, les autres équipes, eux autres, évoluent. Oui, exactement. On voit des jeunes joueurs faire du travail fantastique. On voit Almada, Atlanta, c'est juste exceptionnel. Des joueurs dans la force de l'âge qui font la différence et qui sont pas des grandes vedettes internationales, mais des super joueurs et c'est beau. Je vois Cucho à Columbus aussi, ce qu'il apporte, c'est juste fabuleux. Alessandro Pancana à l'Inter Miami, c'est des joueurs qui font très bien. Il y a ce type de joueurs qu'on peut aller chercher et qui peuvent justement aider une équipe. On a un super recrutement, on a fait une bonne recrue à LAFC, c'est très bien, mais je pense qu'il y a un ajustement peut-être d'un joueur offensif créateur, capable de dribbler, capable d'amener de la créativité. Si on avait ça à l'Impact de Montréal, au CF Montréal, pardon, ou non, à l'Impact, à l'Impact de Montréal aujourd'hui, moi c'est le type de registre que je vois, un créateur, dribbleur, capable de faire la différence, d'amener du spectacle aussi, parce qu'on a envie de voir du spectacle au stade. Je serais pas mécontent de voir ce profil-là arriver au CF. Et rien pour les aider, avec les blessures en plus, ben là, on joue mercredi à Chicago et on revient au Stade Saputo le week-end. Donc, habituellement, c'est un calendrier qui force l'entraîneur à effectuer une certaine rotation dans l'effectif. Mais quand on regarde le CF Montréal, il n'y a pas tant de profondeur. Ben, un Zachary Beauguillard peut-être sera prêt pour jouer. Est-ce qu'un Samuel Piette bientôt pourra... il était disponible. Est-ce qu'il va pouvoir être partant? Ça fait quand même longtemps qu'il est absent. Peut-être pas. On va voir comment Hernan Losada va gérer son banc et on va voir si Olivier Renard t'écoute. Parce que les fans, bon, pour l'instant, ça va bien, mais on sait comment c'est à Montréal. Hein? On aime le sport, mais on aime gagner. Donc, s'il fallait qu'il y ait une série de défaites à domicile, ça serait pas long que finalement le stade serait moins plein. C'est ça, c'est dommage. Surtout qu'on a eu l'occasion d'enchaîner ces 2 matchs à domicile. On est très confortable à domicile. On est en difficulté à l'extérieur. On s'en va à Chicago. C'est une équipe qui fait mal. Et je veux dire... je suis désolé de dire ça, là, mais c'est l'opportunité extraordinaire pour Kai Kamara de nous embêter une nouvelle fois. C'est toujours les mêmes histoires, tu sais. Je rajoute à Kai Frank Lopez, bien entendu, aussi, dans son sillage. Donc, c'est sûr que Kamara va venir en mettre 2. Voilà, tu as l'impression que tu l'imagines déjà et tu vois. Donc, c'est des choses que j'ai pas envie de voir. Donc, on va voir comment l'équipe va se comporter. Il va falloir en arracher. Ça va être un match extrêmement difficile. Et pour revenir capitaliser samedi face à Charlotte à domicile et enfin revenir sur la dynamique positive qu'on avait. Je pense que il faut essayer d'aller chercher un point et une victoire à domicile. Ça peut nous remettre sur de bons rails. Merci beaucoup, Hassoun Kamarov. J'étais très contente de te retrouver. Moi aussi, vraiment. C'était le fun. On salue Olivier en vacances. Merci à Simon qui remplace Jacques-Alexis à la réalisation aujourd'hui. Et à tous nos amis techniciens. Il y en avait plusieurs tantôt derrière le rideau. Donc là, je ne sais pas qui est derrière la console. Nous, on se retrouve... c'est Benoît qu'on dit dans mon oreille. Donc, merci Benoît. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Et là, préparez-vous, on va mettre la table pour le mondial féminin qui débute le 20 juillet. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.